On est ici avec M. Aimé Gauthier pour nous parler de l'historique un peu du village, de la fête de la Saint-Jean-Baptiste et puis de l'agriculture à la broquerie. Je m'appelle Patrick Boilly. Pour commencer, est-ce que vous avez été élevé sur une ferme familiale? Oui, oui. Une ferme qui faisait presque partie du village. Dans le temps, le village était tellement petit que notre ferme était tout proche. On commençait en arrière du magasin coopératif, présentement. Est-ce que c'était commun d'avoir comme des fermes très proches dans le coin du village? Oui, c'était très commun. Oui, oui. J'imagine que toute la communauté a commencé avec toutes des fermes, et puis là, à un moment donné, le village a commencé à se développer, alors les fermes se sont éloignées un petit peu du centre du village. Ça fait, quand que vous étiez en train de travailler sur la ferme, ça faisait combien de générations est-ce que la ferme, c'était une ferme familiale? Je pense que c'était commencé par mes parents, vers les 1930, 25-30. Mes parents sont mariés en 1923, puis je ne suis pas certain quelle année qu'ils ont débuté la ferme au village ici, mais ça devait être autour de 1930, j'imagine. C'était petit. À ce moment-là, moi je me souviens, je suis venu au monde en 1934, alors je me souviens des choses, disons, peut-être à partir de 1940, et puis on avait des vaches, des animaux, des poules, des cochons, un petit peu comme toutes les petites fermes de l'époque, et puis on traillait des vaches. On était tout proche de la fromagerie, alors on transportait notre lait avec des brouettes à la fromagerie, puis on vendait là, puis là, ils faisaient du fromage. Combien de vaches laitières aviez-vous à peu près? Ben, à peu près, peut-être, à ce moment-là, une dizaine, peut-être. Et puis par la suite, vers 1940, 6-47, là, mes parents avaient construit une étable plus grosse. C'était vraiment quelque chose à cette époque-là, là, une étable qui avait 72 pieds de long avec un gros grenier. Puis là, on a commencé à grossir la ferme pas mal. Et puis à cette époque-là, on trayait peut-être 15-20 vaches, 25 à peu près, oui. Et puis là, à ce moment-là, ça a commencé, le lait se faisait transporter à Winnipeg, plutôt que d'être vendu à la fromagerie. C'était plus payant. Alors les fermiers ont commencé à envoyer le lait à Winnipeg par camion. Alors c'était tout dans des cannes, c'était pas comme à présent, que ça va dans des gros camions avec des grosses citernes, là. C'était plus petit. Alors on emmenait nos bidons de lait, nos cannes de lait au chemin. 5, 6, 4, 5, 6, 7 cannes de lait. Et puis c'était des messieurs de la paroisse ici. Il y avait un monsieur Kirouac, des messieurs Fournier, des Vielfort, qui travaillaient sur les camions à lait pour envoyer le lait à Winnipeg. Est-ce que vous vous rappelez beaucoup de la fromagerie, comme où est-ce qu'elle était située? Parce que nous, comme on n'a jamais vraiment vu la fromagerie. Oui, la fromagerie était exactement où est présentement le centre agricole de la coopérative. Alors, il y avait la fromagerie, là, je me souviens très bien. Il y avait un boiler, une chaudière, qu'on appelle ça en français, là, pour faire la vapeur, pour chauffer. Et puis, il y avait des grosses corbeilles de bois autour de là. Et puis, j'imagine qu'il achetait du bois de différentes personnes qui faisaient du bois en 4 pieds, puis ils chauffaient ça. Le lait, on apportait notre lait là, c'était apporté là, les messieurs qui travaillaient là le goûtaient, puis ils sentaient, ils le vidaient dans des barils, des bassins. Ensuite, c'était transformé en fromage. Il y avait des grands bassins, qui avaient à peu près 8 pieds de large, je dirais, puis peut-être 3 pieds de creux. Et puis la longueur, je
Je ne le sais pas. Quand on est jeune, ça nous paraît très long, mais ça devait avoir quand même une trentaine de pieds de long. Ça, c'était comme Il me une semble première qu'il y en avait 2. Oui. Le lait est amené là-dedans, puis là, ben, je pense qu'il ajoutait des choses. Puis là, ça brassait, il y avait des ajustateurs Ah, ok. là-dedans Puis ça. pour brasser le lait, puis finalement, ça devenait en fromage. On allait souvent là, puis les messieurs nous donnaient des petits fromages avant qu'ils soient faits en meule, là, des Des petites crêpes. des petites crottes de fromage, là, on a mangé souvent de ça. Et puis là, après qu'il était fait, ils mettaient ça dans des contenants, puis il y avait des presses. Puis là, c'était tout compressé pour faire des belles meules de fromage rondes. Là. Et à l'arrière, il y avait un appartement où c'était frais, puis c'est là que le fromage était tout mis sur des grosses tablettes. Et puis j'imagine que ça devait être vendu ça, à des compagnies. Ça devait être envoyé à Winnipeg ou à d'autres places, puis c'était vendu. Ouais. Et puis c'est ça qu'était la fromagerie. Ensuite, les fermiers venaient mener le lait à la fromagerie, débarquaient leur canne de lait, puis là, il était tout vidé. Puis ensuite, dehors, quand le lait était séparé, il y avait ce qu'on appelle du petit lait. Ça, c'était le résidu. Qui restait. Et puis ça, c'était bon pour soigner les cochons. Ah, ok. Alors, les fermiers avançaient avec leur voiture, puis le canne, ils remplissaient de petit lait. Ça ne coûtait rien, j'imagine. Ça débarrassait. Comme ça, c'est ça. Même avec qu'est-ce que les fermiers, ils recevaient quelque chose quand même de plus. C'est ça, oui. Puis là, ben, ils soignaient les cochons avec ça. Nous autres, on voyait tout ça parce que c'était tout proche de chez nous. Nous autres, on demeurait où à la maison à Roland-Gauthier présentement. Là. Alors, on était tout près de la fromagerie, nous autres. Ça, vous avez eu. Ouais. Et puis à côté de ça, il y avait le magasin coopératif. Alors le monde arrivait, il apportait le lait, ensuite il rentrait au magasin pour acheter la grosserie, puis aussi il vendait des concentrés de boulet pour les animaux, pour les veaux. Alors c'était là que ça se passait, c'était le coin qui était pour moi le occupé, ce coin-là. Ça fait longtemps. Depuis que moi je me rappelle, là, c'est toujours là que ça a été c'est là qu'a été. le point principal. Ouais. Comme adolescent, comme vous travaillez sur la ferme sûrement, sur quelle sorte de tâches est-ce que vous avez comme adolescent, comme aujourd'hui, les tâches des adolescents, c'est plus ou moins d'aller à l'école, puis remplir de comme, puis vous en tant qu'adolescent, qu'est-ce que étaient vos tâches majeures? Les premières tâches, il faut aller aider à l'étable. L'été, il faut aller chercher les vaches dans le champ, les emmener à l'étable, les rentrer. Ça, c'était l'été. On aidait au foin, c'était pas comme aujourd'hui, hein. On n'avait pas des bearers, on faisait des melons de foin dans le champ ou dehors. On en rentrait un petit peu à l'intérieur, mais pour beaucoup, c'était tout fait par melon dans le champ. Et puis, on aidait à ça, à faire le raclage avec un cheval, 2 chevaux, faire le coupage aussi. C'était tout fait avec des chevaux. On n'avait pas de tracteur puis de machine de même. Hein. Au début, là, je me souviens que c'était tout fait avec des chevaux. Et puis ça, c'était l'autre tâche. S'occuper des chevaux, aller chercher les chevaux dans le champ. On a commencé ça pas mal jeune. Vers quelle année est-ce que vous pensez comme que la ferme a commencé à avoir des tracteurs comme qui se moderniser de plus en plus? Dépendant un peu où, là, il y avait du monde qui était plus un petit peu en moyen que d'autres. Il y avait des tracteurs un peu plus vite. Nous autres, on a eu un tracteur, misère. À la fin des années 40, je dirais. Ouais. Commencé avec un tracteur un peu plus vieux, puis après ça, ben, on est devenu acheter d'autres machines un petit peu plus modernes, qui allaient plus vite. Des râteaux, des machines pour charger le foin. Ça changeait beaucoup comme le travail qu'il fallait que vous faisiez aussi en même temps, j'imagine? Est-ce que ça changeait beaucoup comme de travail, comme tes responsabilités, est-ce que ça les changeait beaucoup? Comme une fois qu'il n'y avait plus de cheval à aller chercher? Oui, ça changeait, ça, bien certain, parce que oui, on faisait les choses différemment. Et puis, les tâches changeaient. Ça allait plus vite. On faisait le foin peut-être en meilleures conditions. Puis vu que ça allait plus vite, est-ce que vous étiez capable d'agrandir, comme faire plus de foin, puis faire plus de... Oui, c'est ça. Ben, mesure qu'on a eu plus d'animaux, il a fallu
faire plus de foin, parce que pour soigner ça tout l'hiver. Hein. Ouais. Et puis ensuite, on semait un petit peu de céréales, comme de l'avoine, pour récolter, pour faire de la moulée pour les vaches l'hiver. Parce qu'au début, le monde ne se souciait pas tellement de la production, je dirais, des vaches. Ça donnait la moitié d'une chaudière, mais tu prenais ça, mais on est devenu plus conscient du besoin de, si tu vas soigner une vache, c'est bien de la soigner comme il faut pour qu'elle te donne 60 livres de lait plutôt que de la soigner et qu'elle donne 20 livres. Parce que c'est ça qui paye. Alors, le monde sont devenus plus conscients. Il y avait des agronomes qui venaient dans la place au début, là, qui y avisaient puis ils aidaient les fermiers. Et puis les encourageaient à améliorer leur troupeau pour être plus productifs. C'est toutes des choses qui ont évolué, ça. Alors, des chevaux, des petits moulins qu'on coupait du foin à 5 pieds de large à la fois, là, avec un team de chevaux. Ça a devenu des tracteurs après ça, avec une faux de 7 pieds de long. Après ça, ça a été des swatters, je ne sais pas comment tu dis ça en français, une machine pour couper le foin, là, pour le mettre en ondin, là. Ben là, c'était rendu 14-16 pieds de large. Alors, dans une journée, tu en faisais. Ça en faisait plus. Oui. Et puis, après ça, les balers. Ils ramassaient ça, puis... Oui, oui. Avant, il fallait tout râteler ça, le laisser sécher, le charger dans des voitures, l'amener dans l'étable. C'était tout louche dans ce temps-là. Puis après ça, dans la fourche, mais après ça, quand c'est revenu en bale, ben là, c'était différent. Fait que ça a changé beaucoup. Moi, j'étais parti un bout de temps, là, après l'école. J'étais travaillant dehors. Je suis revenu en 1962. Déjà, ça avait changé beaucoup. Puis là, j'ai géré ou opéré un petit garage dans la place où est présentement la salle municipale. Il y avait un garage, là. Et puis là, on réparait les machines à foin. On affilait les faux par dizaines. Le monde amenait ça, pour on passait des heures à affiler les faux, les souder, réparer toutes ces affaires-là. C'était comme un service pour les fermiers. Un service pour les fermiers, c'est ça. Réparer les pneus. Tout le monde avait des trailers. Après ça, pour conduire le foin, là, les pneus, moi, c'était pour réparer ça, changer tout ça. Fait que je voyais l'évolution qui se faisait continuellement. On a commencé à vendre des petits élévateurs pour les bales, pour monter le foin dans le grenier. On en vendait beaucoup de ça, tu sais, des choses de même. Comme ça, c'est mieux. L'évolution. Puis comme quand vous étiez jeune, votre ferme, est-ce que il y avait beaucoup de fermes qu'on voyait comme qui étaient pas mal autosuffisantes, comme il y avait leur jardin, puis ils achetaient pas beaucoup de choses pour survivre. Comme il y avait beaucoup qui étaient produits comme... Il y a beaucoup qui étaient produits à la maison. On avait, je me souviens qu'on avait un grand champ de patates. Là. Puis l'automne, quand on ramassait les patates, il y avait un grand place dans la cave, là, où on faisait ça, on mettait les patates là-dedans. On faisait pas mal de grands jardins. Les patates, on cerclait ça, on avait même un cheval avec une machine pour renchausser, puis cercler. On récoltait pas mal toutes sortes de choses. Aussi, on prenait du blé d'Inde, on prenait des pois, toutes ces choses-là. Alors l'hiver, on n'était pas obligé d'aller au magasin tout le temps pour acheter toutes ces choses-là. On les avait à la maison. Ça a été intéressant. Quand on regarde en arrière, on voit qu'on a évolué beaucoup, mais ça a été quand même des bonnes expériences, ces choses-là. Parce qu'en revenant au garage, pour combien d'années est-ce que vous voyez qu'il y a encore un besoin? Combien d'années est-ce que vous avez opéré ce garage? 10 ans. 10 ans? Ouais. Là, c'est quelqu'un d'autre qui a pris ça. Ouais. Celui-là qui est venu après moi, c'est... Bon, tu ne l'as pas connu, ton oncle Aimé Fiala. Les parents Brigitte, là. Ça fait un bout de temps. Il y en a d'autres qui ont pris ça, ensuite ça a fermé, puis l'autre garage a commencé. Et puis, un petit peu, tu sais, si on voulait tout faire l'histoire de l'agriculture, ça pourrait être long, mais en résumé, c'est un petit peu
C'est ça qui est arrivé. Puis ensuite, ce qui est arrivé aussi, un autre phénomène, les fermes ils ont commencé à devenir tellement grosses. Et puis, la modernisation, comme on dit, ça coûte de l'argent. Alors, il fallait qu'on devienne plus gros. Alors, les petits ont disparu. Quand j'étais jeune, il y avait des fermes partout. Tu sais, il y avait une ferme que ton grand-père voyait là-bas. Il y avait une ferme chez Balkan, il y avait une ferme chez Kirouac, il y avait une ferme chez l'Or. Il y en avait chez les autres, Kirouac, chez les Grangers, chez les Bichots, il y en avait partout. Chaque corps de section, il y avait une petite ferme. Il y avait des vaches, il y avait du monde. Maintenant, il n'y a plus. Hein. C'est les grosses fermes qu'il y a aujourd'hui. Hasselman, il en vaut 10 là-bas, lui, là. Le camion va là, puis il emplit son camion. Puis l'autre ici. Les deux seuls qu'il y a dans tout ce coin-là, presque. Tu vois, dans l'autre bout, c'est un peu la même affaire. Par là-bas, c'est pareil. Il n'y a plus. J'ai le chemin qui va acheter une bac. Tout le monde avait une petite ferme. Il en achetait 4-5, 3, 4. C'est plus des fermes familières comme en avant. Des fermes familières, c'est des grosses fermes. C'est des entreprises, c'est des grosses entreprises. Alors, ça a changé beaucoup, ça. Puis ce qui a forcé ça, je pense, c'est le coût des machines aussi. Ils sont obligés d'être gros s'ils veulent survivre. Parce que la marge est moins grosse, le coût de production est cher. Quand tu regardes, je regarde des fois les gars comme Rudy Hasselman faire ses foins. Là. Il y a une moissonneuse à foin là, qui doit coûter, je sais pas, $250 000, 300 000 piastres. Les équipements sont rendus tellement... Tout seul là-dedans, là, ou même son petit garçon, il va faire du travail que ça prenait un village, je m'en peux faire là. Puis c'est juste lui Là, t'as juste lui, qui un gars sur le camion. C'est incroyable. C'est l'évolution, ça. C'est une ferme familiale, comme un village qu'on était reconnu pour avoir le plus grand centre laitier où tout le monde avait sa petite ferme laitière. Et c'est rendu que... Là, je pense qu'il se produit autant de lait, peut-être plus, mais seulement par une petite poignée de monde, pas par tout le monde. Ça a changé. Et si on parle un peu de la fête de la Saint-Jean-Baptiste, c'est quoi vos premiers souvenirs de la fête même à la Brûlerie? Mes premiers souvenirs de la fête de la Saint-Jean, c'était une fête paroissiale. Je ne me souviens pas si ça se faisait un dimanche. Si je me rappelle bien, là, peut-être que des plus vieux me diraient de travail, mais je pense que ça se faisait le 24 juin, indépendamment de quand ça tombait. Si c'était un mercredi, c'était un mercredi. On a fait un peu de recherche aussi, puis on avait trouvé aussi que c'était différent. C'est vrai, ça? Oui, c'est ça. ça. Il me semble que c'était ça. Alors, il y avait une messe le matin. Tout commençait par une messe dans le temps. En tout cas. Ensuite, il y avait des petites parades. Je me souviens des premières petites parades. C'était des chevaux, il n'y avait presque pas de voiture. À mesure que les années avançaient, tu avais des camions, tu avais des choses un peu plus sophistiquées. Au début, c'était très... Il y avait des marches, il y avait peut-être les différents groupes. La jeunesse, c'était pas les scouts, ils appelaient les croisés. D'autres, c'était les enfants de Marie, les dames de Saint-Anne. Chaque groupe avait son. Et puis, il y avait une parade avec des chevaux, beaucoup de chevaux. Tous ceux qui avaient un cheval venaient avec son cheval. Et puis, il y avait la parade, il y avait le petit Saint-Jean-Baptiste, ça, je me souviens de ça. Puis ensuite, ça se passait, ça, en arrière jusqu'à présentement, l'école Saint-Joachim. Dans le bord de... Il y a une baisseur en arrière, je ne sais pas si c'est juste... Bon, il y avait du bois là-dedans. C'était beau là-dedans. Alors, il y a du monde qui allait tout nettoyer ça. Il installait des tables. Puis là, il y avait une table spéciale pour le curé. D'autres dignitaires. Je ne me rappelle pas le maire de la place, probablement, peut-être les sœurs, et puis je ne sais pas qui d'autre, là. Puis tout le monde emmenait le lunch. Il n'y avait pas de cantine. Hein. Tout le monde emmenait son panier. Puis le monde se rassemblait par famille. En bas, là, à l'ombre, là. Ça, je me souviens. Je ne sais pas si je l'ai vu plein des fois, mais tu sais, des fois, tu as vu quelque chose, et je pense que c'était tout le temps le même. En tout cas, c'est le même que je me souviens, moi. C'est des souvenirs que j'ai de la fête de la Saint-Jean. Avant le dîner, il y avait souvent des courses de chevaux. Des races de chevaux. Pas tout le monde, il y en a qui avaient des chevaux de travail pour racer, mais il y en a qui avaient des beaux petits chevaux.
Pas petits, mais des chevaux qui étaient un peu plus. Plus maniable que des gros chevaux. Ouais, tu sais, c'était pas des gros chevaux de travail, là. Il y avait Georges Martien Bouilline avait une coupe. Les Kirouac, là, ouais, il y avait des beaux petits chevaux. Puis là, ben, ils faisaient des races en quelque part en arrière, là, à côté du terrain de balle. Là. Parce que où à l'école, là, il y avait un terrain de balle. Là. Ok. Puis ça donnait envers le cimetière, puis envers la maison de. Qui serait là, c'était Roland Gagnon. Peut-être pas le Vieux-Fort, pas si loin que ça, peut-être. En tout cas, c'était sur la côte. Et puis, c'est là que ça se passait, puis il y avait des courses de chevaux. Il y avait. Après ça, il y avait de la balle dans l'après-midi. Il y avait des clubs de balle qui venaient pour un tournoi. À mesure que les années avançaient, ça est devenu un peu plus gros. Il y avait plus de clubs et puis meilleure qualité. La fête de la Saint-Jean, c'était à peu près ça, comme je me rappelle, moi. C'était une fête familiale avec un dîner champêtre. Ensuite, ça est devenu plus gros. Ça est devenu plus sophistiqué un petit peu. Une plus grosse parade. Vers quelle année est-ce que tu penses que ça a commencé? C'était-tu avec comme à mesure que le village grandissait, la fête grandissait? Oui, c'est sûr que et puis le monde, il y avait un petit peu plus d'argent, là, il y avait des. Commençait à avoir des voitures, plus de voitures. Et puis la parade était plus grosse un peu, là, tu sais, il y avait plus de choses. Et puis c'est de même que ça se passait, là. Il y avait, j'avais quelque chose que je voulais apporter, là, puis je ne l'ai pas dit un peu, ça va me revenir peut-être là, dans 1 minute. Oui, à mesure que ça a avancé, oui, ça a devenu plus gros, puis à un moment donné, ça a devenu, là ça se faisait plutôt un dimanche. Le dimanche qui était le plus proche du 24 juin. Ensuite, ça c'est en quelle année? Dans les 50, ça a commencé à grossir, je dirais, tu sais, vers les 50. Et puis, ensuite, plus tard, là, on a commencé à s'affilier avec d'autres groupes francophones au niveau de la province. Société franco-manitobaine, qui s'appelait pas ça dans ce temps-là, je ne me rappelle plus comment ça s'appelait. Là. Ça a devenu la fête des franco-manitobains. Ça n'a pas évolué ou comme peut-être qu'on s'attendait que c'était pour devenir. Ça a marché. On a eu quand même des artistes assez renommés qui sont venus pour faire des spectacles. Diane Tell, tu as entendu parler de Diane Tell? Non, si j'ai entendu. Elle chante encore à Radio-Canada. C'est une artiste très reconnue, elle était jeune dans le temps qu'elle commençait. Elle est venue ici. Edith Butler. Edith Butler, j'ai entendu parler de. Alors, c'est des artistes qui sont venus ici. À ce moment-là où on était affiliés, parce que là, il y avait plus d'argent qui était disponible. Mais là, je ne recule pas tellement loin. Je suis peut-être dans les 60 et 10, à la fin des 70. Là. Est-ce que c'est après ce temps-là, est-ce que la fête est devenue une fête, elle passe une fête d'une journée à 2 journées? Oui, oui. Aussi? Ouais. Un petit peu après ça, peut-être. L'autre, on était partis. Moi, je suis parti d'ici vers 75. J'étais parti 15 ans. Quoi qu'on venait. Vous veniez quand même pour la Saint-Jean? Toujours. Jamais manqué la Saint-Jean, je pense. Très peu. À moi donc, on était partis, donc j'ai toujours resté fidèle à ça. Ouais. Et puis. Parce qu'on peut voir aussi d'abord comme à ce point-là, c'était rendu comme au début. Vous aviez dit que c'était une fête paroissiale ou que c'était juste la paroisse, mais comme là, vous vouliez nous démontrer que ça avait démontré qu'il y avait aussi des visiteurs de l'extérieur qui venaient en plus. Oui, ça a commencé, oui. Quand les voitures et les chemins étaient ailleurs, il y avait du monde extérieur. Il y avait surtout les anciens. Tu sais, avec. Dans les années 50, là, tu sais, il a commencé le monde, il n'y avait plus beaucoup de travail. Alors le monde allait travailler en ville. Dans les villes, il y en a plusieurs qui allaient travailler en ville. Il y a du monde qui ont déménagé leur famille pour aller travailler.
Winnipeg, Saint-Boniface. Et ce monde-là revenait toujours pour la Saint-Jean. Encore